silence se fait, et cela va démarrer. Je laisse les derniers s'asseoir. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au grand séminaire de l'OMP. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Bernadette Benson-Vincent. Bernadette est historienne, philosophe des sciences et des techniques et professeure émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle est l'auteure de nombreux travaux en philosophie et histoire des sciences, notamment sur la chimie et l'anthropologie des nouvelles technologies, telles que les nanotechnologies et la biologie de synthèse. Donc aujourd'hui, elle se pose la question avec nous de savoir ce qui reste de l'objectivité scientifique. Bien, merci beaucoup pour... vous m'entendez bien, c'est bon? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de rencontrer des chercheurs des chercheuses de toutes les disciplines, car c'est vraiment à travers ces dialogues qu'on peut faire avancer la réflexion. Le type de réflexion que je mène sur l'objectivité, il les relève de mon exercice professionnel, puisque j'ai enseigné l'épistémologie pendant des années. Mais l'approche que je propose de l'épistémologie, elle est aussi historique, selon la tradition française, et vous allez le voir aussi politique. C'est-à-dire que derrière la question de l'objectivité, il y a des problèmes politiques, puisque... ça commence bien. Si, ça marche. Voilà, ben, il y a toute une réflexion aujourd'hui des alertes multipliées sur le rationalisme en danger, sur la menace obscurantiste, et cette menace obscurantiste est considérée comme une menace politique, et puisque la science, paraît-il, l'oxygène de la démocratie. Et donc, c'est là-dessus que je voudrais essayer de réfléchir avec vous. D'abord, sur ce diagnostic, l'objectivité et la vérité sont en faillite. Et je vais essayer de décrire ce que ça veut dire. Ensuite, je critiquerai cette conception et je verrai s'il est possible de faire émerger de nouveaux critères d'objectivité. Donc, l'objectivité et la vérité en faillite, le diagnostic qui vient des États-Unis d'ailleurs, dans un contexte très très politique autour des élections de Donald Trump, c'est que d'un seul coup a surgi ce mot de post-vérité qui a fait fortune, même en Europe, puisqu'on en parle aujourd'hui, même en France. Et il y a eu considérablement d'ouvrages là-dessus, l'idée étant que la raison est contaminée, pervertie par des idéologies et qu'il faut la protéger contre les fake news et contre les uns et les autres. Elle se manifeste de trois façons, la post-vérité, d'après ce diagnostic, des fake news, vous avez tous entendu ce terme, la misinformation, l'infodémie. Je vous signale que l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, a parlé d'infodémie 3 mois avant de lancer l'alerte à la pandémie. Elle a lancé une alerte à l'infodémie. Donc les deux sont liés. C'est viral. La misinformation, l'information est fabriquée, et la désinformation. Et il y a à tous ces phénomènes des explications multiples que vous trouvez sur le web. C'est la faute à Internet. Donc, on cherche toujours un coupable. C'est la faute aux réseaux sociaux, on crée de l'information en silo, vous connaissez tout le baratin. Et le remède, c'est de faire du debunking, du fact-checking. C'est la faute des biais cognitifs, ça c'est l'explication de nos chers scientifiques, mes collègues sociologues, notamment Jérôme Bronner, qui adorent ce genre d'explication, c'est-à-dire que il y aurait, et ça met en péril la démocratie, bien sûr, parce que le public, c'est que des gens qui sont soumis à des biais cognitifs. Et c'est, troisième explication, les complotistes et tous ces gens, les anti-vaccins, les anti-5G, tout ça, ce sont des gens qui ont un agenda politique caché et qui veulent déstabiliser la démocratie. Et vous trouvez ça, donc il faut restaurer
une ligne de démarcation très très nette entre science et politique. Cette théorie des biais cognitifs, j'y reviendrai si vous voulez dans la discussion. Un autre ennemi à combattre, c'est le wokisme, qui a transmigré lui aussi des États-Unis à la France et qui est considéré comme le mal radical, la contamination de la raison par des préjugés féministes, racistes, de minorités, etc. Donc, moi j'essaie de réfléchir là-dessus, et le livre que je viens de publier avec un de mes collègues sur les sciences dans la mêlée provient justement des tensions créées par ce combat entre des gens qui alertent sur la post-vérité et puis le public. Et donc, première chose qu'on a remarqué, c'est qui sont les gens qui alertent. Eh bien, en général, c'est une élite. C'est des gens qui relèvent de l'élite et qui se sentent au-dessus du public. Ils sont sûrs de leur bon droit et n'ont que mépris pour le public victime de biais cognitifs inscrits dans le cerveau humain. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé en tant qu'historienne des sciences, c'est que ça repose sur une illusion complète, l'idée que il y aurait eu un âge d'or où la vérité aurait triomphé de tout. D'où les références constantes au siècle des Lumières, comme ce sont des références complètement mythiques, comme si la raison avait gouverné le monde à un moment et avait pris en main la politique qui serait devenue en fait. Ça repose aussi sur une légende. Et c'est ici que je rentre dans l'épistémologie. C'est la légende de Galilée qui a été forgée au XIXe siècle et que vous trouvez si vous avez visité le musée de la science à Florence, à Firenze. Le doigt prétendu, complètement fake, alors là c'est du fake, de Galilée pointé vers le ciel. Et pour s'y mouvoir, même si on l'a réduit au silence, même si le pouvoir en place, c'est-à-dire l'Église, l'a forcé à abjurer, il pointe du doigt le ciel, ou plutôt sa lunette pointe du doigt le ciel, qui montre les satellites de Jupiter et qui montre que la Terre tourne autour du Soleil, blablabla. Donc, elle résiste et triomphe des pressions religieuses. Mais quels sont les présupposés de ce mythe ? Ce mythe qui s'est mis en place à la fin du XIXe siècle. Et elle repose sur le présupposé qu'on est capable d'établir des faits bruts et têtus et c'est vrai que Galilée a contribué à cela, mais pas seulement Galilée. Toute la révolution scientifique du XVIIe siècle a réussi à mettre en place des pratiques expérimentales qui permettent d'établir des faits solides susceptibles de faire parler la nature grâce à des instruments, en l'occurrence la lunette chez Galilée, de faire des preuves expérimentales et de faire taire les controverses, donc, et de distinguer les faits des fictions. On appelle artefacts ce qui relève justement des instruments, etc., ou qui relève de la fiction ou des préjugés religieux. Voilà. Et donc, on peut construire des faits. Mais quel est le prix à payer pour ces faits? Eh bien, le prix à payer, c'est de travailler dans un laboratoire. Et vous le savez bien, vous qui travaillez avec beaucoup d'instruments, c'est-à-dire de travailler avec un laboratoire, c'est-à-dire dans un milieu purifié idéal où tout est sous contrôle, où on peut isoler les paramètres les uns des autres et les faire varier pour savoir lequel est cause, l'autre est effet. Et c'est un milieu aseptisé et c'est pas le monde réel. Et ma collègue Isabelle Stengers a très clairement bien montré comment cette réussite expérimentale, qui est le modèle de la physique et d'une certaine physique, la physique expérimentale, est devenu le modèle de la scientificité, alors qu'il n'est pas applicable dans toutes les sciences, et en particulier, il n'est pas applicable dans les sciences actuelles, qui étudient le monde réel, celui dans lequel on vit, où on respire un air pollué, etc., et où tout est mêlé et où tout est impur. Le deuxième présupposé, c'est qu'il est possible de bien distinguer les faits des valeurs.
C'est-à-dire que cette distinction, elle repose sur 3 caractères attribués à la science moderne, entre guillemets. L'idée que la science est impartiale. Impartiale, ça veut dire quoi? Ce que je viens de décrire, c'est-à-dire qu'il est possible d'établir des faits sur la base de critères uniquement cognitifs, expérimentaux, et qui excluent tout le reste, qui excluent d'autres paramètres. Le deuxième, c'est le postulat de neutralité de la science. Ça, c'est différent. C'est pas comme l'impartialité. Ça veut dire que la science et ses applications seraient indifférentes à l'égard des valeurs politiques, religieuses, idéologiques. C'est un fait. La Terre tourne, voilà. Et voilà. Bon, c'est un fait. Ça peut déranger l'Église, mais c'est un fait. Alors, je vous signale que ce n'était pas un fait à l'époque de Galilée, justement. C'était une hypothèse. Et que pour en avoir une vraie confirmation expérimentale, il a fallu attendre plus que le 19e siècle. Enfin, troisième postulat, c'est que la science est autonome. Malgré le patronage de la recherche scientifique, puisque Galilée était patronné, il était patronné soit par les Médicis, soit par l'Arsenal, etc. Malgré le patronage de la recherche scientifique, l'acceptation des théories scientifiques est indépendante des valeurs morales et religieuses. C'est-à-dire que ça n'intéresse pas. Et ces 3 concepts sont importants parce qu'ils font partie de l'établissement de la possibilité d'établir des évidences, comme on dit en anglais, ou des preuves scientifiques. Je reviens à Galilée, et vous connaissez sans doute la fameuse pièce de Bertolt Brecht, La vie de Galilée. Sinon, allez la voir, elle passe régulièrement, ou lisez-la. Et ce qu'on en retient tout le temps, c'est, surtout parce qu'elle résonne beaucoup avec la situation actuelle, c'est cette phrase très célèbre: celui qui ne connaît pas la vérité, celui-là n'est qu'un idiot ou un imbécile, mais celui qui la connaît et la qualifie de mensonge, celui-là est un criminel. C'est-à-dire, si on est ignorant, bon, ben c'est tant pis pour nous. Mais si on connaît la vérité et qu'on la dénie, ce que font les climato-sceptiques, alors on est un menteur. Et ça résonne beaucoup. Mais le message de Galilée est beaucoup plus... le message de Brecht, ses réflexions sur la vie de Galilée est beaucoup plus complexe, puisqu'en fait, ce que montrent les arguments du cardinal Bellarmine, c'est-à-dire de l'autorité de l'Inquisition, et qu'il n'est pas, j'allais dire comment, excusez-moi, il n'est pas stupide du tout, ce cardinal. Et ses arguments sont extrêmement convaincants. Et donc, ce qui montre très clairement, Brecht, c'est que, oui, ça ne s'impose pas, les faits ne s'imposent pas du tout. Ils ne s'imposent pas parce qu'ils sont pétris d'hypothèses et de raisonnements derrière qui ne sont pas explicites. Et en plus, les satellites de Jupiter, et ça dérangent l'ordre du monde. Et il est impossible de séparer l'ordre du monde de la vérité établie dans un laboratoire. Et donc, chaque fait scientifique, en réalité, charrie un bagage de valeurs par derrière, charrie un bagage de signification. Et il prend des sens différents pour celui qui le lit, pour celui qui a été lu. Et on ne peut pas séparer la vérité à laquelle on se réfère, qu'on observe, de sa signification, pour nous, culturelle, morale, religieuse, vision du monde. Voilà. Donc, en plus, comme l'a très bien montré Françoise Balibar dans ce petit livre extraordinaire, l'un des apports majeurs de Galilée à la science, que je sache, c'est la relativité du mouvement. Or, la relativité du mouvement, il n'y a pas plus contre-intuitif. C'est contre-intuitif, ça ne relève pas de l'évidence expérimentale. La pierre qui tombe au pied d'un bateau en mouvement, l'impression d'être en mouvement quand on est dans un train à l'arrêt, Einstein, justement, a développé dans la théorie de la relativité restreinte la relativité de Galilée, mais ça montre bien que l'évidence n'est ni nécessaire pour établir la vérité, et ni suffisante. Donc, il y a l'idée qu'il y a des faits bruts et têtus, qu'il y a une objectivité,
repose sur deux mythes tenaces. L'idée de la neutralité de la science, des faits bruts indépendants de toute métaphysique, de toute idéologie. Et ça, c'est une thèse très forte qui a été défendue par le positivisme logique, c'est-à-dire le positivisme du cercle de Vienne, quand ils ont émigré aux États-Unis notamment. Et la deuxième hypothèse, c'est que, enfin, ou présupposé, ou postulat, comme vous voulez, c'est ce que j'appelle la factualité, c'est-à-dire que la vérité scientifique devrait s'imposer d'elle-même et que tout déni serait un mensonge. Et qu'on devrait s'incliner devant les faits. Or, c'est pas vrai. On ne peut pas s'incliner devant les faits. Et ce mythe, et c'est ça qui nous a intéressés, est partagé à la fois par les scientifiques et par ceux qui s'opposent aux scientifiques, c'est-à-dire aux complotistes en tout genre, qui, si vous les connaissez bien, et mon co-auteur Gabriel Dort travaille dans les milieux, dans et sur les milieux complotistes, il s'infiltre, pour comprendre ce qu'ils font, et ils n'arrêtent pas de se référer à des faits scientifiques, à invoquer l'autorité scientifique. Ils sont plus scientistes que vous. Vous faites beaucoup moins confiance à la science que nous. Donc, ces deux mythes, de la neutralité, de la factualité, sont des mythes fondateurs à la fois de la science moderne, de la confiance du public dans la science, et c'est là-dessus que repose l'expertise. Puisque le rôle de l'expert, traditionnellement, c'est speaking truth to power, c'est-à-dire dire le vrai au pouvoir, et c'est là-dessus que repose toute aujourd'hui le courant de evidence-based medicine et de evidence-based policy. Par exemple, quand, dès qu'il y a une pandémie, on fait appel à un conseil d'experts, et aujourd'hui on en place un autre. Voilà, le macronisme, c'est evidence-based policy. Et c'est des mythes vraiment fondateurs, à la fois de la science, de notre rapport à la science dans la société, et de la politique aujourd'hui. Sur la confiance, les sondages sont convergents. Les sondages sont convergents. La confiance du public dans la science repose sur le mythe d'une science pure et désintéressée. C'est-à-dire, tous les sondages européens et français le confirment. Le public, s'il faut faire confiance aux sondages, ça c'est un autre problème. Le public fait confiance à l'autorité scientifique académique, c'est-à-dire alors qu'il ne fait pas confiance aux journalistes, il ne fait pas confiance à la science industrielle, à la recherche industrielle, il ne fait pas confiance aux politiques. Les institutions politiques sont au bas de l'échelle, et donc les sources de la méfiance, c'est quoi? Eh bien, c'est la science telle qu'elle se fait et non pas telle que le public la rêve. C'est-à-dire non pas la science mythique ou la science qu'on apprend dans les manuels qui vous prétendent que la loi de la chute des mouvements, il suffisait de mettre debout sur un plat incliné pour le trouver. Et que ça tombait du ciel, si je peux dire comme ça. Et donc, regardons donc la science telle qu'elle se fait. C'est-à-dire telle que vous la pratiquez. Et vous le savez beaucoup mieux que moi comment elle se fait. Elle est pilotée par des politiques scientifiques. Elle est au service de la compétition économique autant que du bien public, et ce n'est plus que du bien commun. Et elle repose beaucoup sur des partenariats publics-privés qui créent des conflits d'intérêts et que c'est bien ça qui pose des problèmes pour le public. Et il y a maintenant un nouveau modèle du chercheur qui s'est mis en place. Tout ça, je passe assez vite parce que vous le connaissez. Le modèle, c'est pas le savant cosinus perdu dans ses équations. Le modèle, c'est le chercheur entrepreneur qui est capable de monter une start-up, de convaincre les industriels de lui filer du fric, etc., etc. Et c'est le chercheur expert auprès des politiques qui est capable de conseiller les politiques et d'influencer la politique. Donc, l'éthos traditionnel du chercheur, qui a été défini pendant la Deuxième Guerre mondiale, par un sociologue qui s'appelle Robert Merton, et qui repose sur 4 valeurs fondamentales.
à savoir, on l'appelle kudos dans notre vocabulaire, communalisme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il ne fallait pas parler de communisme, ça faisait frémir tout le monde. Mais la science est commune, c'est un bien commun, elle est universelle, elle est désintéressée et elle repose sur le scepticisme organisé, c'est-à-dire le peer review system. Or, ça n'est plus praticable. Il y a compétition et des secrets qui nuisent au partage des infos, vous le savez bien, qu'il y a plein de thèses qui sont faites sous embargo, etc. Les savoirs sont toujours situés et dépendants du contexte où on les fait. Et je reviendrai là-dessus si vous voulez. Il y a quantité de conflits d'intérêts, tant et si bien qu'on vous demande à chaque article que vous publiez de faire état des possibles conflits d'intérêts qui pourraient menacer votre objectivité. Et vous savez mieux que moi que le peer review est beaucoup questionné aujourd'hui, puisqu'il est soit insuffisant, soit biaisé. En plus, les technosciences ont fait trop de promesses. Ça fait plus d'un siècle que on a encouragé l'économie des promesses en nous promettant des solutions techniques à tous les problèmes. Problèmes de santé, problèmes sociaux et aujourd'hui problèmes d'environnement. Et donc, à chaque fois, les techniques vont nous sauver et sauver le monde. Et il y a eu surtout trop de scandales. Il y a eu aussi trop de scandales, trop d'affaires. La science, en effet, s'est révélée extrêmement vulnérable aux lobbies industriels et aux manœuvres politiques. L'affaire Lysenko, dans les années 1950, a défrayé la chronique, mais on a parlé de contamination de la science par l'idéologie soviétique. Maintenant, quand c'est des chercheurs eux-mêmes, payés par des industriels comme Philip Morris ou ExxonMobil, qui sont payés pour établir des faits qui montrent que non, il n'y a pas de danger à fumer ou à subir du tabagisme passif, ou que non, il n'y a aucun problème environnemental soulevé par les produits pétroliers, là, vous commencez à penser que le problème il vient de l'intérieur de la science, et pas de la bêtise ou des biais cognitifs du public. Il y a eu un problème qui vient de là. Et donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, qui menace beaucoup l'objectivité scientifique et la confiance du public dans l'objectivité scientifique, c'est ce qu'on appelle l'ignorance socialement construite. L'ignorance socialement construite qui a donné naissance à une discipline qui s'appelle agnotologie, c'est-à-dire comment des scientifiques payés par des intérêts non scientifiques ont semé le doute, ont été payés pour semer le doute. Or, le doute, c'est l'instrument du scepticisme organisé. Donc, c'est ça qui fait que ça a complètement déstabilisé les pratiques et l'éthos du scientifique. Il est déstabilisé de l'intérieur par des scientifiques eux-mêmes. Et appelez-les les traîtres, si vous voulez, comme vous voulez. Mais en tout cas, ça a fait du mal. Ça a fait du mal et ça effectivement déstabilise beaucoup de choses. Mais à côté de cette ignorance socialement construite, on a mis à jour beaucoup d'autres phénomènes d'ignorance au sein même des pratiques scientifiques, dont on n'est pas conscient. C'est ce que nous appelons les ignorances involontaires, inintentionnelles et systémiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont co-naturelles à la pratique scientifique. D'une part, puisque la science est pilotée par des programmes scientifiques, on va là où il y a de l'argent, et forcément, on délaisse des domaines où il y a de la recherche à faire, mais où il n'y a pas d'argent. Et donc, c'est ce qu'on appelle undone science. Et undone science, eh bien, ça veut dire qu'il y a des pans entiers qu'on ignore et qui demanderaient peut-être à être explorés. Mais ces pans entiers ne sont pas explorés et pourtant, ils pourraient éclairer les autres. Voilà. Deuxième chose, la recherche en fait de second ordre, c'est-à-dire les données qui ne cadrent pas avec les hypothèses de départ, eh bien on les ignore. Ça c'est un biais cognitif, si je peux dire, qui est propre à tous les scientifiques et à tout le monde. On va plus spontanément vers ce qui correspond à nos hypothèses. Et enfin,
on a tendance à éliminer les savoirs inconfortables, notamment les recherches sur la pollution de l'air et les molécules toxiques ont été longtemps ignorées jusqu'à leur prise en charge par des mouvements citoyens. L'exemple très très clair, c'est que quand on faisait pendant longtemps, on n'a fait que des expériences de laboratoire sur des rats en montant les seuils de dose sans vouloir s'interroger sur les effets cocktails. Dans le monde réel, on n'est pas exposé à une seule substance, mais à une multiplicité de substances, et il y a des effets cocktails. Et en plus, quelquefois, la dose fait le poison, c'est revenu en question. C'est pas seulement la dose, il y a des substances. Donc tout ça, il a fallu des mouvements citoyens pour qu'on accepte de le réinscrire dans la science. Donc quelles sont les sources de la méfiance? Eh bien, c'est la science telle qu'elle se fait, les pratiques actuelles, et non pas la science idéale. Le doute, il vient de la science elle-même. Elle est plus compliquée que ce que le public imagine et ce qu'on ne cherche à nous faire croire qu'elle est. Et le travail de purification, qui est pourtant la condition pour établir des faits bruts et têtus, l'évidence scientifique, et qui est la condition de la fiabilité, il est nécessaire, certes, mais il est insuffisant pour traiter les problèmes en jeu aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, je m'inspire ici d'une distinction introduite par Bruno Latour, que vous connaissez peut-être, parce que la science qu'on pratique aujourd'hui, elle établit bien sûr des faits, des matters of fact, mais il se trouve que ces matters of fact sont en même temps des sujets de préoccupation, des matters of concern. C'est-à-dire qu'ils sont des sujets de préoccupation du public pour sa santé, sa respiration, pour la politique, etc. C'est-à-dire ce qui caractérise la technoscience, telle que je la définis avec d'autres collègues, eh bien, c'est que précisément la technoscience est au milieu du monde. Elle est dans le monde réel. Et elle ne se met pas à distance. Elle ne met pas les objets à distance pour les regarder de loin, ce qui est la condition de l'objectivité dans la science classique et galiléenne. Deuxièmement, elle n'est pas désintéressée, elle traite de questions vives qui sont l'objet de préoccupations du public, la guerre, la santé, l'énergie, le climat. Ce sont des questions hautement sensibles pour le public, qui du coup va protester et va avoir un mot à dire, et va s'insérer dans le débat. Et c'est impossible d'avoir une vue de nulle part, détachée du monde des affaires, des intérêts, du social et du politique. On ne peut pas établir la distinction entre faits et valeurs. C'est pas possible. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Toute question scientifique vive est une question qui a des significations avec de la politique. En plus, deuxième problème, c'est que, de ce fait, comme les questions dont vous traitez sont des questions qui intéressent le public et qui intéressent les politiques et qui intéressent les générations futures, eh bien, il y a un problème de temporalité. Pour établir des matters of fact, il faut, vous le savez, du temps. Il faut beaucoup de temps. La construction des faits, ça prend un temps fou. Et les réponses à apporter à l'urgence climatique ou à l'urgence sanitaire, on l'a vu en particulier pendant la crise du Covid, où on vous demandait d'établir des réponses tout de suite, et ce n'était pas possible. Donc, il y a des conflits de temporalité là-dedans. Donc, l'opposition est très très grande entre l'idéal de la science classique, qui est celui du laboratoire, un monde aseptisé avec un contrôle des paramètres, du fétiche et têtu, et des sciences actuelles, comme la toxicologie par exemple, qui travaillent dans un monde réel et multifactoriel, avec des modèles et des big data, où on peut établir que des relations de corrélation et pas de causalité. Donc, comment voulez-vous établir des preuves si vous n'avez que des corrélations et pas des causalités? Et qui travaillent avec des graphes et des chiffres qui sont fondés sur des hypothèses et des modèles. Et quand on travaille à ce moment-là, bien, on s'ouvre aux controverses. Donc, dans les technosciences actuelles, on s'expose forcément aux controverses. La science ne peut pas se débarrasser des controverses.
Et ces controverses vont immédiatement dans la sphère publique. On ne peut pas faire autrement, parce que justement la science est en prise sur le monde réel, et pas que sur le monde aseptisé du laboratoire. Donc, elle est vraiment dans un monde de faits et de valeurs chargés. Tous les faits sont chargés de valeurs. Ils ne sont pas apolitiques. Et ils prennent des valeurs différentes suivant les communautés dans lesquelles ils tombent, si je peux dire, ou les communautés de gens qui les reçoivent. L'impartialité est limitée par des biais de connaissances qui ne sont pas toujours reconnus. Des biais de connaissances qui relèvent autant de la communauté scientifique que du public. Donc, conclusion, la méfiance du public qui n'est pas due à l'irrationalité du public ou à sa stupidité ou à son ignorance, elle exprime plutôt des conflits de valeurs avec les valeurs qui dirigent la recherche scientifique aujourd'hui. Et c'est un doute sur les valeurs qui animent la recherche. Et les controverses sur l'innovation expriment plutôt un fossé ontologique. Je vous signale que, je ne sais pas si vous connaissez le manifeste complotiste qui est paru au Seuil en décembre 2022. Et conspirationniste, et pas complotiste, il fait une distinction. Le manifeste conspirationniste, qui est anonyme d'ailleurs, et qui dit très clairement, nous ne vivons pas dans le même monde. C'est-à-dire un divorce ontologique, ça veut dire qu'ils ne vivent pas dans le même monde et ne veulent pas vivre dans votre monde. Ils n'en veulent pas de votre monde. C'est un refus des valeurs qui dirigent le monde actuel, celui de la recherche, celui de l'industrie, celui de la politique qui vise à la compétitivité et la croissance, etc., etc. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut renoncer complètement à l'objectivité, renoncer à la science elle-même? Parce qu'une science sans objectivité, ça paraît difficile, impraticable. Ou est-ce qu'on peut tenter de nouveaux critères? Je dis tenter. Première chose, je crois que c'est d'accepter que on ne peut pas établir de fébrile étude parce que on est vraiment dans un régime d'incertitude. La pandémie du Covid-19 l'a très bien montré, que alors qu'on demandait aux experts des évidences, eh bien ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient qu'à dire on a des questions. Ce foutu virus, eh bien, on ne sait pas. Très bien, on sait quelles sont ses caractéristiques génomiques, on sait même faire des vaccins ARN contre lui, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il se transmet, on ne sait pas exactement quel est son taux de mortalité, ni la durée de l'immunité qu'il confère, ni comment il évolue. Toute son écologie nous échappe. C'est ça qu'il faut dire. Et c'est ça qu'ils auraient dû dire au public, au lieu d'avoir chaque jour des courbes de mortalité qui nous disaient voici ce que vous devez faire. Donc, c'est exactement cette idée que nous acceptons que le public peut partager des incertitudes et que nous vivons dans un monde d'incertitude. Deuxièmement, l'autocritique des experts, ça commence à se faire. Ça commence à se faire. Au lieu de jouer le jeu de dire oui, nous disons le vrai au pouvoir, les experts acceptent de remettre en question leurs propres pratiques. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'ANSES, c'est ce qui se passe surtout au niveau du GIEC. Les premiers rapports du GIEC en 1995 étaient des rapports qui reflétaient l'opinion officielle de certaines communautés scientifiques. Or, petit à petit, ils se sont remis en question et ils ont mis à jour que, premièrement, ils ne voulaient pas cautionner des politiques. Et aujourd'hui, tout le mouvement de Extinction Rebellion et de Scientist Rebellion montre bien qu'ils ne veulent pas cautionner des politiques de greenwashing et qu'il y a une résistance qui se fait à l'intérieur. L'appel, et surtout, prise de conscience que l'appel au fait lui-même est un geste politique. Un appel au fait comme à une autorité pour chercher à créer le consensus, ça veut dire maintenir l'ordre établi. Et maintenant, on s'achemine vers des pratiques d'expertise qui montrent plutôt qu'au sein même des comités d'experts, il y a des désagréments, il y a des désaccords.
il y a des conflits d'opinion. Dans la science elle-même, il y a des conflits d'opinion. Et c'est donc entrechoquer les disciplines. Non seulement entrechoquer les disciplines, les sciences de l'univers avec les géosciences, avec l'hydrodynamique ou je sais pas quoi, la biologie, la géologie, etc. Mais entrechoquer aussi les sciences de la nature avec les sciences humaines. Et pas que avec l'économie, qui a régné sur le GIEC pendant des années. Le dernier rapport du GIEC, le 6e rapport, il introduit pour la première fois, premièrement, de la littérature issue de savoirs autochtones. Ce qu'on appelle les savoirs autochtones, c'est des savoirs non académiques, par les populations des pays menacés par le climat, des savoirs militants par des associations, des ONG, et il introduit surtout des rapports qui ne viennent pas que des économistes, mais aussi des sociologues, des psychologues sur l'anxiété, l'éco-anxiété, etc. Donc, et enfin, les experts aujourd'hui ont conscience de tout ce que j'ai appelé les ignorances systémiques. C'est-à-dire que notre science est travaillée toujours de l'intérieur par des pans entiers d'ignorance. Donc, le rôle des experts aujourd'hui, c'est de faire réfléchir et d'élargir les problèmes au lieu de prétendre les résoudre. De pratiquer des expertises plurielles, de faire s'entrechoquer les savoirs et de s'ouvrir au savoir non scientifique et de s'ouvrir aussi aux témoignages, mais aussi à l'art, aux témoignages des artistes qui ont une sensibilité du monde, une vision du monde qui nous en apprend beaucoup, notamment sur la crise climatique. Et je ne sais pas si vous avez vu notamment l'exposition ZLKM sur la zone critique qui avait été organisée par Bruno Latour, mais qui est un exemple de collaboration entre des scientifiques et des artistes. Donc, on va vers une objectivité 2.0 qui repose sur le postulat « tout savoir est situé », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de « view from nowhere and from nowhere ». Il faut inclure plusieurs points de vue pour réduire les biais de chacun. Et inclure plusieurs points de vue, ça veut dire faire que l'objectivité est une construction sociale et non pas une représentation de la réalité. Elle se construit, l'objectivité, en rassemblant le plus de points de vue différents. C'est une sorte de hyper-intersubjectivité, de manière à exercer un jugement critique, à croiser les savoirs. Et ça réclame un art de la diplomatie pour créer une expertise robuste, fondée sur des descriptions fines et concrètes, et non pas des simplifications. Donc, les messages à emporter dans votre labo tout à l'heure, c'est il n'y a pas d'objectivité au sens de vue de nulle part. L'objectivité, ça consiste à tenter de dépasser les biais, la partialité, et à rassembler, à reconnaître une pluralité de savoirs et à les mobiliser tous, le plus possible en tout cas, à renoncer à considérer que la distinction fait et valeur. Bien sûr, on en a besoin de cette distinction, mais c'est un idéal à atteindre et c'est pas une donnée. C'est ce vers quoi on doit tendre. On doit tendre vers ça, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas de soi. Et faire valoir la vérité n'implique pas le culte des évidences scientifiques, mais plutôt une attention critique à la science telle qu'elle se fait en action et non pas telle qu'on la rêve ou telle que le public ou les scientifiques voudraient qu'on la rêve. Et pour bifurquer, si on veut bifurquer, si on veut vivre dans un autre monde, faire entendre d'autres voix, le cri de ras-le-bol ou de souffrance de ceux qui sont sans voix. Je vous remercie pour votre attention. Merci Bernadette. Merci Bernadette. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Oui. D'abord, un grand merci pour votre présentation qui m'a vraiment fait très plaisir. Moi, je suis chercheur ici en astrophysique et ça fait quelques années que je me pose ces questions, enfin, que je travaille sur ces questions-là et que j'ai plongé dans les lectures de Latour, de Stengers, de Whitehead, etc. Et parfois, je me sens assez seul ici et ça fait vraiment plaisir d'avoir un grand séminaire sur ce sujet. Et d'un certain côté, j'ai l'impression d'avoir plongé tellement profond que même ce mot d'objectivité et de vérité, je me demande si il faut pas les abandonner, quoi. Quand vous dites la science n'est possible que s'il y a de l'objectivité, mais finalement, qu'est-ce qu'on entend par science, à part, comme l'a montré Stengers ou Latour, comme l'ont montré Stengers et Latour, une pratique qui a son utilité, qui a son intérêt, mais qui ne peut pas se résumer à une vérité ou une objectivité. Ces mots-là, est-ce qu'ils ne font pas encore partie du mythe fondateur de ce qu'on projette sur la science depuis quelque temps, quoi. Oui, Ouais, mais effectivement, on peut décider d'aller dans le sens de la post-vérité sans nostalgie pour la vérité. Ça, c'est aussi une solution. Mais moi, je me méfie de ça. Je me méfie de ça parce que reconnaître la relativité du savoir, et que tous les savoirs sont situés, ça incline facilement, et je le vois moi dans les débats publics auxquels je travaille, auxquels je participe, ça incline souvent à une attitude que je appellerais très paresseuse de relativisme. Bon, tous les savoirs se valent. Donc, il y a rien. On peut croire personne, et donc on fait rien. Et ça n'encourage pas l'action, ça n'encourage pas... voilà. Et je pense que dire que tous les savoirs sont situés, sont relatifs, ça ne veut pas dire que tous les savoirs se valent. Et moi, j'ai plus confiance dans certains savoirs que dans d'autres. Et je sais que mon degré de confiance, il est relatif à des critères que j'essaye d'expliciter. Et que parmi ces critères, il y en a un qui est le lent travail d'objectivation des faits. Il y a des gens qui peuvent dire j'en ai rien à foutre de l'objectivation des faits. Mais moi je me méfie du relativisme et j'insiste là-dessus, dire que tous les savoirs sont relatifs, que la science n'est qu'un savoir parmi d'autres, que la vérité scientifique n'est qu'une vérité parmi d'autres, ça ne veut pas dire mettre tous les savoirs au même niveau. J'insiste là-dessus, parce que sinon, ça encourage vraiment une attitude extrêmement, bon, dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Ça fait du bien d'entendre ces paroles. Juste pour notre pratique, pour passer d'une objectivité telle qu'on la connaît et qui est encore en exergue à autre chose, il y a quand même peut-être deux gros freins qui sont la structure même de nos laboratoires, tels qu'ils sont conçus et qui ne poussent pas du tout à faire ces transferts de pensée. Et puis un autre fait qui est lié à la notion du temps. Il faut beaucoup de temps pour passer de l'un à l'autre, et ça ne met pas en œuvre les mêmes choses du tout. Et c'est comment on s'approprie ce temps-là pour pouvoir faire cette démarche. Ça, c'est très concrètement, c'est une excellente question, et très concrètement, comment transformer les pratiques scientifiques qui, dans un contexte où la compétitivité à la fois économique et scientifique est le moteur de la recherche, on a encouragé depuis les années 45, depuis le Manhattan Project. La technoscience que je vous décris là, c'est le régime qui s'est mis en place après, en 1945, après le Manhattan Project. Et c'est vrai que c'est la course à l'instrumentation sophistiquée. Et vous en êtes surtout ici à l'Observatoire Midi-Pyrénées.
Vous savez combien la science dépend des ressources instrumentales. Ce qui fait que les pays du Sud n'ont aucune chance de s'en sortir. Aucune, parce que ça coûte cher. La science est devenue de plus en plus un luxe de pays riches. Et moi, ce qui me scandalise, c'est que les pays riches, les pays industrialisés du Nord, qui sont ceux qui investissent le plus en quantité dans la recherche, continuent d'investir massivement dans des recherches pour la compétitivité. Les derniers rapports de l'UNESCO, vous savez, l'UNESCO fait des rapports tous les 2 ans sur les orientations de la science, de la recherche. L'avant-dernier rapport, ou le dernier, montrait que les pays du Nord investissent plus dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, une partie aussi dans le climat. Mais l'IA est le top niveau. Et tandis que les pays du Sud qui ont, en valeur absolue, très peu de ressources à mettre dans la science, investissent dans le climat parce qu'ils en sont les victimes. Voilà. Et donc, ça va non seulement accroître l'écart, mais ça tient à ce qu'on va vers toujours plus d'instrumentation et qu'on est de plus en plus dépendant de l'instrumentation pour avoir des données fiables. Et le culte de la donnée fiable repose sur un brassage massif de big data. Et les big data, ça consomme, enfin vous savez quand même, ce que ça consomme, ce que ça demande comme matériau, comme énergie. Et le coût carbone de la recherche est un vrai problème. Et c'est un vrai problème, et il faut réfléchir à comment transformer les pratiques de la recherche. Il faut le faire. Bonjour, je me joins à un remerciement sur votre présentation. J'ai beaucoup aimé le fil de votre argumentation. Je ne connaissais pas votre travail et ça me donne envie de lire ce livre dont vous avez parlé. La question que j'avais, c'est, j'ai senti comme un peu un décalage à un moment entre la présentation de quels étaient les mythes fondateurs de la science moderne et puis ces nouveaux critères d'objectivité. Et il me semblait qu'on n'échappait pas forcément au risque que vous aviez pointé sur les mythes de la science moderne. Je m'explique, c'est-à-dire cette idée que vous avez dit à la fin, comme nouveau critère, ça serait bien de montrer qu'il y a des conflits d'opinion au sein de la science elle-même. Et ça, il me semble que c'est un sujet qu'ont à cœur, par exemple, la FIS, la Formation française d'information scientifique, qui a conduit à tarder énormément dans la reconnaissance que le réchauffement climatique était d'origine anthropique, que c'était un fait. Et il y a quelque sorte quand même une culpabilité scientifique de ce point de vue-là, d'une entité qui se dit hautement scientifique. Donc le fait de dire, d'ériger ce doute au sein de la science comme une vertu cardinale, comme un nouveau critère d'objectivité, j'ai l'impression que on retombe dans l'idée que ça peut servir un discours extrêmement scientiste et complotiste également, qui sont les premiers à dire attendez, c'est plus compliqué, regardez, il y a telle étude qui dit le contraire, etc. Donc comment trier le bon doute du mauvais? Excellente question. Oui, je crois que c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans le livre. C'est pour ça qu'on l'a appelé pour une culture de la défiance. Et là, c'est pas un jeu de mots, c'est pas jouer avec les mots. On oppose méfiance à défiance. La méfiance, c'est du doute, c'est du soupçon. C'est un soupçon. Les complotistes ou conspirationnistes, ils doutent des scientifiques. Vous êtes manipulés par le lobby juif ou le lobby GAFAM, vous êtes complètement sous contrôle. La méfiance, c'est quelque chose qui disqualifie son objet, qui l'humilie, qui l'abaisse. Vous êtes victime de biais cognitifs. C'est-à-dire que moi, j'ai la raison. Tandis que la défiance, c'est mettre au défi. L'idée, c'est que le doute n'est pas la propriété exclusive des scientifiques. Le public, face à des controverses scientifiques, vous et moi, peut se former sa propre opinion. Je ne dis pas peut, je dis doit se former sa propre opinion. Chacun de nous peut exercer son jugement critique.
Ça demande un effort, ça demande du temps. Moi, j'ai passé mon temps pendant la pandémie de Covid à essayer de comprendre le point de vue des uns et des autres pour essayer de me forger une opinion. Et en tant qu'aujourd'hui membre du comité d'éthique INRAE, tout ça, l'IRD, tout ça, j'essaie de me former une opinion sur faut-il ou non explorer les milieux faiblement anthropisés comme les grands fonds marins. Plus j'étudie ça, plus j'ai du mal à avoir une solution tranchée et à proposer une ligne tranchée. Enfin, une vérité, à asséner une vérité. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les scientifiques n'ont pas le monopole du doute. Les scientifiques n'ont pas le monopole du doute. Le bon sens est la chose du monde le mieux partagée, disait Descartes. Le bon sens, c'est la faculté de juger. Et la défiance, qu'on oppose à la méfiance, c'est précisément un doute, certes, mais un doute qui met celui à qui il s'adresse au défi, qui le met à l'épreuve. Elle est faite épreuve. Donc mettre les scientifiques à l'épreuve et leur demander de nous convaincre, leur demander, non pas avec de la com, non pas avec des arguments spectaculaires, mais de partager leur incertitude avec nous. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est un défi qui est en même temps, partageons le problème. Partageons le problème du réchauffement climatique, il n'est pas simplement une affaire d'experts. Il est le problème de tout le monde. Oui, je m'associe évidemment aux remerciements pour toutes ces questions soulevées. D'ailleurs, elles se percutent un petit peu dans ma tête. Je voudrais réagir à la question du temps. Je trouve que les Français, on a une chance absolument incroyable. On a une porcelaine de Chine dans les mains, ça s'appelle nos postes. Et contrairement à d'autres pays du monde, et en particulier les États-Unis, ils sont beaucoup plus en soft money, même si ça se perd. J'aimerais pas dire que nous aussi, on est en train de perdre les postes avec le système qui est en train de se mettre en place, mais quand on parle du temps, on n'utilise pas assez le fait que, quoi qu'il arrive, on a un salaire qui tombe et qu'on peut prendre le temps de se poser à un moment donné, de prendre du recul et de réfléchir. Je trouve qu'on l'exploite pas assez. Après, je suis tout à fait consciente de la course à l'ANR, de la course à l'EC, de la course à tous les contrats, etc. C'est pas je veux pas remettre, mais malgré tout, c'est quand même un petit peu ce que tu dénonces et Lionel, ce que tu as soulevé. Là, donc, c'est plus un commentaire. Par rapport à la construction du raisonnement, que je trouve super. Tu parles beaucoup de la science expérimentale, mais nous, on a un regard sur le monde qui est un petit peu différent parce que, en fait, on mesure. Alors, on mesure avec des instruments de plus en plus sophistiqués pour en avoir la fiabilité. Ici, il y a 66 services d'observation, c'est-à-dire que la discipline des sciences de la planète et de l'univers repose, contrairement aux autres, à beaucoup d'autres, non pas sur des expériences en milieu aseptisé, mais sur des mesures de systèmes complexes qu'est la nature. Et donc le doute, chez nous, c'est la fiabilité de la mesure par rapport à l'instant où on l'a faite. Admettons que l'appareil marche très très bien. Et puis, qu'est-ce que ça sera demain? Qu'est-ce que c'était hier? Donc, on fait des séries temporelles avec des fréquences qu'on essaye d'adapter, etc. Mais du coup, notre approche collective, enfin, moi, je la ressens quand même beaucoup comme ça, elle n'est pas construite sur des expérimentations de laboratoire, mais moi, très très peu ici, et beaucoup sur la mesure de l'environnement. Et cette mesure de l'environnement, on la confronte aujourd'hui, on a beaucoup travaillé dans le monde non vivant, en ne se préoccupant pas des humains, et maintenant on se trouve évidemment confronté dans la façon, quand je dis maintenant, ça fait un moment, mais avec le GIEC, etc., d'inclure justement toute la société humaine, et donc le doute vient aussi il se complexifie de plus en plus en fait. D'une part, on mesure un système compliqué, qui est la nature, qui est l'environnement, avec la biologie, la physique, la chimie, tout se mélange. Et en plus, on a les humains, avec leurs réactions et leurs attitudes, etc. Donc, comment sortir, et je rejoins la question de mon collègue sur le doute, la défiance, enfin le doute, le bon doute et le mauvais doute, par rapport à tout ça. Parce que
on est confronté à un monde extrêmement mouvant, c'est ce que je veux dire, extrêmement mouvant, extrêmement, et donc à chaque fois qu'on va faire une expertise, presque le lendemain, elle va être peut-être remise en question. Quand on raconte quelque chose sur ce que l'on a mesuré, peut-être que quelques jours après, ce sera plus valable. Et quand on explore l'océan, puisque c'est mon métier, on fait une mesure à un endroit, on part avec le bateau, on quitte l'endroit en question, et on a l'impression que peut-être que le lendemain, la mesure, on l'aurait faite, elle aurait donné une valeur différente. Je sais pas comment expliquer ça. C'est extrêmement compliqué d'avoir quelque chose de certain à donner, enfin pas d'asséner, mais de certifier quelque chose. Enfin, Oui, et ça, c'est une très bonne remarque sur laquelle j'ai pas. Ça marche toujours. J'ai pas assez. on n'est pas dans le monde aseptisé. Voilà, j'ai pas assez insisté, c'est que parce que j'ai beaucoup insisté sur la science expérimentale, qui est vraiment le mythe fondateur. Mais les sciences d'observation sont aussi extrêmement, et les collectes de données sont aujourd'hui l'essentiel de la pratique des technosciences en pointe aujourd'hui, puisqu'on appelle ça la science des big data. Ce qui caractérise, me semble-t-il, moi c'est ce que j'observe depuis des années que j'essaie de suivre les pratiques scientifiques et non pas seulement les idées de la science, c'est que on s'adresse à la nature comme des processus dynamiques et non pas comme des structures figées. Et ça change complètement le regard sur la nature. C'est-à-dire, et l'écologie pour ça est la science, comment on dit, est la science modèle. C'est-à-dire que c'est une science qui a imposé de regarder les systèmes comme des systèmes complexes et toujours en changement, et non pas comme des systèmes stables à l'équilibre qui à un moment donné ne seraient plus stables. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus le hors d'état d'équilibre, ou voisin de l'état, et ces processus dynamiques qui font qu'il faut revoir notre relation à l'objet. On est en train aujourd'hui de changer complètement l'instrumentation. Les instruments qui nous parlent aujourd'hui, c'est ceux qui permettent d'observer à la femtoseconde. Et non plus la cristallographie telle qu'on l'a pratiquée au XIXe siècle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous permet de suivre des systèmes en évolution ou de suivre des traces avec des équipements que l'on met sur les objets de recherche, etc. Donc, effectivement, et je pense que pour moi, c'est le problème aujourd'hui, c'est de considérer la nature comme ce que les Grecs faisaient, physis, la nature. Ça veut dire ce qui est un processus d'engendrement. Et donc un processus, c'est pas comme une structure qui est là dehors et qui est stable. Et là, c'est vraiment le problème épistémologique extrêmement complexe. C'est changer notre regard sur la nature, considérer que la nature est une histoire, non seulement a une histoire, mais est une histoire, que chaque étoile est une histoire, que chaque particule vivante ou non est une histoire en marche. Et vraiment, c'est là-dessus que je travaille en ce moment, et je suis absolument passionnée à entendre vos exemples. Et si vous m'apportez des exemples, je vous en serai infiniment gratifiant. Non, mais c'est pas comme ça. Reconnaissance. J'ai une question en ligne d'Alexandra Robert, qui a une question sur la notion de consensus scientifique que vous n'utilisez pas. Ne faudrait-il pas faire attention à la transition rapide du chercheur à la science? J'ai lu la question. Oui, non, je comprends. La recherche du consensus, l'objectivité finalement, c'est ce qui est l'issue d'un processus de consensus. C'est pour ça que j'ai parlé de diplomatie. Par exemple, chaque rapport du GIEC relève d'une négociation diplomatique entre des experts scientifiques
et des politiques représentant des États qui participent au financement du GIEC. Chaque ligne est le résultat d'un compromis, c'est-à-dire c'est un consensus scientifique politique. Et ce qu'on appelle objectivité aujourd'hui, les données du GIEC, elles ne sont pas purement scientifiques, elles sont scientifico-politiques, et c'est reconnu. Et donc l'idée, c'est d'élargir ça, c'est-à-dire que il ne faut pas systématiquement chercher le consensus, il vaut mieux plutôt faire œuvre de se défier mutuellement et voir pourquoi on est en désaccord, pourquoi par exemple il y a un désaccord entre l'approche économiste quantitative aujourd'hui et une approche sociologique attentive aux inégalités, des conditions du Nord et du Sud. Voilà. Mais de ce point de vue-là, je pense que la recherche du consensus ne peut pas être un critère d'objectivité, me semble-t-il. Merci. Ma question elle porte sur la définition et si une fois qu'on a enlevé ce mythe, on va dire de l'objectivité, enfin, comment on redéfinit, on va dire le scientifique. Enfin, si on définit juste le scientifique comme la personne qui travaille dans un institut scientifique, quel devient le rôle de l'institut scientifique et du scientifique en fait de manière générale dans la société? C'est une très bonne question parce que je trouve qu'il y a souvent un décalage entre l'opinion officielle des organismes, la vision du monde qu'ils donnent à l'extérieur en particulier. Alors à l'intérieur, je ne sais pas, mais à l'extérieur, devant les médias, le public, et l'opinion des gens qui travaillent dans ces organismes. Et on l'a vu d'ailleurs au CNRS durant la pandémie, puisque certains, notamment des sociologues du CNRS, ont défendu des opinions anti-vaccins et en disant qu'ils étaient chercheurs CNRS. Et la direction du CNRS a dit, mais enfin, c'est scandaleux, c'est pas possible. Et ça a été l'origine d'ailleurs de la saisine du comité d'éthique du CNRS sur l'engagement des chercheurs dans les médias, dans le public. Et je pense que, effectivement, quand vous entrez en science, si je peux dire, comme on entre en religion, vous entrez dans un organisme. Vous faites vœu de. Vous faites vœu de, je me signale quand je dis vous faites vœu de, maintenant quand vous faites une thèse, vous faites serment. Vous faites serment de... je ne sais pas si vous connaissez l'origine de ce serment. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, qui est vraie. C'est pas une fake news. L'origine de ce serment, il est en vigueur depuis je ne sais pas combien de temps, c'est l'idée qu'il faut moraliser la science. Que ça suffit, la non-intégrité scientifique qui a jeté le doute dans le public et qu'il faut arrêter ça. Mais l'origine de cette idée d'un serment scientifique n'était pas du tout motivée par des questions d'intégrité en ce sens-là, pour essayer de rassurer le public ou les politiques sur la parole scientifique. C'est une idée qui vient de Michel Serres, qu'il a publié dans ses derniers ouvrages. Michel Serres est un philosophe français qui a été un intellectuel assez populaire et qui a été actuellement, en fait, mon mentor, mon directeur de thèse et mon mentor, mon formateur. Et l'idée de Michel Serres, c'est les scientifiques sont les porte-paroles de la réalité, mais à condition que, c'est-à-dire la condition d'objectivité, c'est une condition qui est à la fois morale et politique. C'est qu'ils ne soient pas au service d'intérêts qui ne sont pas le bien commun. Et donc, le serment qu'il demandait comme un serment d'Hippocrate au docteur, c'était de jurer qu'il ne travaillerait jamais
pour l'armée ou pour des applications nuisibles à l'environnement ou à l'humanité, etc. Le brave Michel Serres, quand il était vieillissant, avait complètement perdu le sens des conditions actuelles de la recherche. Comment pouvez-vous entrer dans la religion scientifique, si je peux dire, entrer en science, si vous ne passez pas par les appels à projets, si vous ne passez pas par les financements industriels, les financements dont les origines sont souvent douteuses, etc., etc. Bonjour, merci pour votre présentation très intéressante. Je n'avais pas bien compris un point sur ce que vous appelez les biais cognitifs. Vous dites qu'il y a une attitude méprisante ou méfiante à l'égard de l'étude de... Enfin, lorsqu'on identifie des biais cognitifs, c'est une attitude un peu méprisante ou méfiante. Je n'ai pas bien compris parce que pour moi, l'étude des biais cognitifs permet de comprendre pourquoi certains comportements sont ce qu'ils sont, quel est le sens que ça a, quels sont les facteurs qui jouent, notamment émotionnels, sur ces comportements. Et donc, voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Merci, c'est une bonne mise au point. Effectivement, ce que je veux dire, ma critique des biais cognitifs, c'est qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Et j'utilise le mot vérité à dessein. Il y a beaucoup de vrai là-dedans, mais ce vrai relève complètement du sens commun. C'est-à-dire que nous savons tous que spontanément, nous préférons aller vers, quand on feuillette un journal, on va plutôt vers les articles, quand on feuillette un réseau social, on va plutôt vers les choses qui confirment nos opinions que vers celles qui ne nous confirment pas. Mais ces biais cognitifs, tout le monde sont pareils. Ce que je critique, c'est la théorie des biais cognitifs et le rôle politique qu'on lui fait jouer dans la post-vérité, et je vise Gérald Bronner en particulier, c'est-à-dire qu'on utilise ça, alors c'est une théorie qui est née dans l'économie, qui est née des économistes, et qui relève des études de marketing. C'est en fait, ces études des biais cognitifs ont été développées par des gens qui veulent faire pression sur le public et influencer les comportements du public, en flattant leurs biais cognitifs. Et donc, présenter ça comme de la science, comme une science qui serait la neurocognition, cette neurocognition inspirée en fait par ce qu'on appelle la neuroéconomie, une neuroéconomie qui est née dans les milieux du marketing, moi je dis ça, je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y croire. Et je ne veux pas en faire un instrument politique, comme le fait Gérald Bronner. Ça relève du bon sens. Et c'est pas, pour moi, c'est de la pseudo-science. Je ne sais pas si vous avez vu les livres, les cartes de 100. Ils ont fait une liste de 101 biais cognitifs sur des pseudo-observations qui rapportent à la cognition. Alors là, je dois dire que ceux qui font dire à la science cognitive, il y a de la bonne science cognitive, mais vraiment celle-là me fait douter. C'est là que je suis défiante. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais savoir la différence que vous faites entre controverse et relativisme. Merci. La controverse, la controverse, ça n'est pas la polémique. Ça veut dire que la controverse, c'est la friction, l'entrechoc, la friction de deux opinions. Et la controverse permet, par l'argumentation, petit à petit, de mettre à jour, c'est par la friction justement, de mettre à jour tous les présupposés sur quoi repose chacune des opinions face à face. Tandis que la polémique ne le permet pas. La polémique, c'est gagner, faire taire l'autre, humilier l'autre. Alors, dans la polémique, vous avez notamment des arguments ad hominem, ce qu'on appelle des arguments à la personne.
Et tandis que la controverse, c'est vraiment ce qui, par la friction, permet d'élucider tout le bagage de valeurs, de présupposés qu'il y a derrière une opinion telle qu'elle se présente. Et du coup, ça éclaire le jugement. La controverse permet d'éclairer le jugement. J'ai une question en ligne de Monsieur Émile Carinos. Le travail de Audra J. Wolfe dans Freedom's Laboratory montre que la notion d'objectivité scientifique est notamment construite et imposée par la propagande états-unienne durant la guerre froide. Comment faire pour établir de nouvelles manières de pratiquer la science face à des intérêts et des puissances politiques qui sont autant dominantes? Oui, je connais pas vraiment pratiqué, mais je connais ce livre, effectivement, qui montre comment on peut utiliser, c'est pour ça que je disais, il est important de réaliser que l'objectivité, l'expertise est utilisée pour justifier des politiques plutôt que pour éclairer des politiques, des choix politiques. Et que souvent elle est utilisée comme un dogme, une autorité, pour justifier des choix politiques, ou des choix industriels d'ailleurs. Merci pour la présentation, Valette. J'avais une question par rapport au savoir situé. Vous disiez tout à l'heure que l'éthos de la science définie par Merton en 1942 n'était plus applicable et qu'aujourd'hui on en venait à une compréhension de la construction des faits scientifiques, une compréhension comme quoi ils étaient nécessairement situés. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée de faits situés? Qu'est-ce que ça signifie et en quoi ça change du coup notre rapport aux objets qu'on observe ou la compréhension de ces objets eux-mêmes? Oui, fait situer, ça veut dire situer non seulement dans l'espace, dans un contexte de recherche, le contexte français par exemple. Vos recherches dans l'Observatoire Midi-Pyrénées sont-elles, en quoi diffèrent-elles des recherches qui se présentent au Mount Wilson Observatory ou je ne sais pas quoi, ailleurs? Et j'entends par là non seulement les conditions, le type d'instruments que vous avez à disposition, mais également les conditions de la recherche, votre rapport à l'objet, le temps d'observation que vous avez, et donc ça se rapporte à l'espace, mais aussi, comme vous le mentionnez, à l'objet, à la temporalité. À la temporalité, c'est-à-dire, c'est situé dans le temps et dans l'espace. Et quand je dis prendre conscience que nos savoirs sont situés et que ce ne sont pas une vue de nulle part, c'est ça qui est important, avec vos moyens extrêmement sophistiqués. Vous avez l'impression d'avoir une vue de nulle part. Mais non. La vue de nulle part, vous savez, le fameux modèle de la planète bleue, cette planète qu'on voit depuis les satellites et qui serait la vraie planète parce qu'on la voit de loin. C'est ça le mythe. Le mythe, c'est l'objectivité comme vue de nulle part. Qui serait une vue de nulle part, qui serait l'image même de la réalité telle qu'elle est. Non, on n'a que des vues biaisées de la réalité. Et situer, ça veut dire que on doit composer avec ces biais. On doit composer avec la partialité de notre point de vue sur la réalité. On a chacun un petit bout de la lorgnette. Si on était Dieu, le Dieu de l'Église, eh bien, on pourrait intégrer tout ça et avoir une vue de nulle part. Malheureusement, on n'est pas le Dieu de l'Église. Et la planète bleue, on l'a présentée comme une planète vue du Dieu de l'Église. Et l'argument que j'essaye de développer dans notre livre qui s'appelle Temps paysage, c'est que quand on parle d'anthropocène, on fait la même chose. On fait la même chose, c'est-à-dire qu'on se situe hors du temps. Comme si on était capable de voir le temps dans tout son déploiement. Mais non, on est dans le temps. On est dedans. On est dans cette foutue pagaille. Et on en fait partie. Et on est in the midst of things. On est au milieu des choses. Et on ne peut pas y échapper.
Et si on est plus sensible aujourd'hui à l'empreinte humaine sur les milieux, c'est parce qu'il y a des raisons pour ça. Et il faut avoir conscience, c'est ce qu'on appelle la réflexivité des scientifiques. Avoir conscience de notre situation pour savoir le mettre en perspective par rapport à d'autres perspectives. C'est-à-dire comprendre que des vues d'ailleurs diffèrent de la nôtre. Il y a des questions. Oui, mais il y en a une là, il y en a une encore en ligne. Moi, c'est juste une remarque de M. Vogel du CECI qui souhaite apporter une précision. C'est le rapport du GIEC est entièrement scientifique et un résumé de recherches faites partout dans le monde. Seul le résumé du rapport à destination des décideurs est le fruit d'une négociation avec des représentants des États. Mais il ne peut reprendre que des éléments purement scientifiques qui sont dans le rapport. Elle a raison. Elle a raison, sauf que dans le purement scientifique, Je sais pas si. ont été introduits désormais des recours à ce qu'on appelle la littérature grise. C'est-à-dire que on ne se contente pas de consulter les revues canoniques académiques, mais on consulte aussi les rapports d'ONG, les rapports d'ethnographie des locaux, etc., etc. Oui. Merci pour l'exposé. J'ai une question qui rebondit sur plusieurs points et peut-être sur l'aspect de la réflexivité. On peut se poser la question du fait que différents champs disciplinaires ont plus ou moins l'habitude de ces pratiques. Et par exemple, dans les sciences humaines et sociales, c'est quelque chose qui s'est intégré depuis plus longtemps voire qui s'est intégré tout court, alors que pas vraiment dans les sciences de l'univers ou les sciences de la physique, de la biologie. Et donc, je me demandais, sur le point de neutralité, objectivité et de pratiques réflexives, est-ce que vous avez des suggestions de pratiques collectives ou institutionnelles qui ont été adoptées par ces autres champs disciplinaires qui pourraient être reprises ou instituées? Parce que, en des fois, on a l'impression que là, c'est des appels un peu à des approches individuelles, de se dire qu'il faudrait que chaque scientifique, individuellement, voilà, essaye d'avoir une approche réflexive ou essaye de critiquer l'objectivité ou se rendre compte qu'il n'est pas neutre. Ce qui, effectivement, on peut le souhaiter, mais si on en reste à des appels à la bonne individualité ou la bonne moralité des scientifiques, ça va peut-être échouer. Donc, voilà, est-ce qu'on peut avoir des pistes? Alors, ou est-ce que c'est soit des approches par les objets, ou des approches par le fait que les SHS intéressent moins les industriels, et encore, on peut peut-être le critiquer, donc elles n'ont pas les mêmes biais. Voilà, je ne sais pas si vous voulez commenter sur les différents. Je ne suis pas sûre que les SHS intéressent moins les individus. La neurocognition en est un exemple. Ou l'acceptabilité sur les oui, c'est une très bonne question, en effet. C'est vrai que on peut et doit effectivement arriver j'ai perdu le fil. C'est les approches institutionnelles ou collectives. On peut pratiquer institutionnellement. En particulier, il me semble, dans certains organismes qui développent la science participative de manière systématique et non pas simplement ponctuelle. C'est le cas du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, où l'observation, aujourd'hui, la règle devient l'observation participante. Et pas simplement l'observation faite par les chercheurs de l'organisme. Et d'ailleurs, ils sont très demandeurs de nouvelles règles d'établissement des faits, de la vérité, de publication, etc. etc. Il y a toute une nouvelle pratique qui est en train de se mettre en place. Alors, ça commence dans d'autres organismes. Je ne sais pas ce qu'il en est en sciences de l'univers ou en géosciences. Ça n'a pas l'air de se développer à la vitesse grand V. C'est peut-être plus difficile, mais ça, c'est une façon. On peut appeler ça comme s'il y avait un nouveau secteur de la recherche qui était en train d'émerger, que Pierre-Benoît Joly, qui est d'ailleurs à Toulouse, maintenant à l'INRAE à Toulouse, appelle la recherche citoyenne. Donc, il y a la recherche académique, la recherche industrielle et la recherche citoyenne. Comment faire collaborer ces trois types de recherche? Ça peut être une des réponses institutionnelles et qui n'émane pas que de volonté individuelle.
Merci. Moi, je trouve que, tout comme c'est difficile de faire la distinction entre le bon doute et le mauvais doute, même si entre défiance et méfiance, je vois bien la nuance, c'est pareil, je pense qu'on a une difficulté en tant que scientifique à se positionner par rapport à cette notion de tout savoir ne se valent pas. Voilà, d'un côté, on est des sachants, hein, d'un certain domaine d'expertise, et comment trouver cet équilibre, ne pas tomber dans un positionnement élitiste du sachant, et en même temps à prendre en compte le fait que tous les savoirs ne se valent pas. Je suis un peu moi, dans ce flou par rapport à Oui, je comprends. En prenant conscience qu'on est sachant, mais on sait tous presque rien. C'est-à-dire que on sait tout sur presque rien, c'est-à-dire sur un tout petit sujet. Et rien ne mérite plus que les prix Nobel, à qui on demande leur opinion s'ils ont un prix Nobel sur les supraconducteurs, on leur demande leur opinion sur le réchauffement climatique. Ça, c'est un abus d'autorité scientifique. Et donc, c'est la conscience des limites de notre savoir. On est sachant, oui, on a un savoir extrêmement limité. Et en plus, ce savoir est complémentaire d'autres savoirs et n'a de valeur que parce qu'il interfère avec d'autres savoirs. Prendre conscience qu'on a besoin des autres savoirs et que d'ailleurs, pour l'acquisition du peu de savoir commun sur presque rien, on a mobilisé, nous sommes des nains sur les épaules de géants, vous connaissez la formule célèbre. On a mobilisé le savoir accumulé par plein d'autres communautés scientifiques, et non seulement des communautés scientifiques, mais des communautés non scientifiques, des savoirs profanes, comme on dit, c'est-à-dire non académiques. C'est la dernière question. Pour ça, c'est on sait ce qu'on ne sait pas. Et quand on nous demande de résoudre des problèmes du genre, enfin, vous allez modéliser le système Terre, la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne peut pas modéliser le système Terre aujourd'hui avec la connaissance de l'océan qu'on a. Donc, je vous parle de mon domaine, mais on sait ce qu'on ne sait pas. À un moment donné, le chercheur est capable de dire, et donc il ne faut pas lui faire faire ou lui faire dire, comme les prises de parole qu'il y a eu au moment du Covid par des gens qui, quand tu connaissais leur CV, tu savais qu'ils ne connaissaient rien au virus, mais les médias les faisaient parler. Alors ça vient sur ma question. D'une part, le rôle des médias dans toute cette histoire de... Alors, en fait, elle est à deux temps, ma question. La première, c'est la crédulité du public par rapport aux premières diapositives que tu montres. Quand, dans certaines sociétés, on donne des livres aux enfants où on retire toutes les hypothèses de Darwin et les théories de Darwin et on met le créationnisme en exergue. Comment après, derrière, ces populations qui ont été éduquées comme ça, on arrive à retravailler le sujet de telle façon idéale pour mettre une objectivité qui est le fruit de la controverse et de la défiance intelligente, on va dire. Et la deuxième chose, c'est justement derrière ça, la cheville ouvrière qui transmet tout ça ou qui met en scène nos connaissances. Ce sont des médias qui sont parfois très très peu regardants et nos collègues qui évidemment se donnent en spectacle. Mais à un moment donné, les médias aiment beaucoup ça. Et du coup, ça génère, ça ne fait que cultiver pour moi ce côté crédulité du grand public qui est compliqué au départ. Oui, on peut toujours dire c'est la faute aux médias. Et c'est vrai que les médias ont tendance à simplifier pour créer des situations extrêmement polarisées. Il y a blanc et noir. Et en croyant que, sur le postulat que quand on simplifie la situation, le public comprendra mieux. Moi, mon postulat, il est inverse. Bon, mais je dis c'est tout un tas de postulat. Moi, je fais confiance au jugement du public. Et bon, si au contraire, je lui montre qu'il n'y a pas blanc et noir, que c'est beaucoup plus compliqué,
qu'il y a des positions extrêmement variées et qu'il y a plusieurs perspectives sur une même situation, sur un même objet, que ces perspectives dépendent de qui les soutient et d'où elles viennent. Mais c'est un postulat. Je reconnais que mon savoir est tout autant cité et qui repose tout autant sur un postulat. Et donc, je ne jette pas la pierre aux médias. Je jette pas la pierre aux médias. Je pense qu'il y en a qui font un très bon boulot, qui partagent des incertitudes, voilà. Et je jette pas non plus la pierre au public qui va plutôt regarder cela que les autres, mais je dis il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Et là vraiment, je suis de ce point de vue-là, c'est une conviction personnelle. Il faut faire confiance dans le pouvoir des gens, le pouvoir, la capacité d'argumentation des gens. Alors, évidemment, le rôle de l'éducation, c'est de la développer. Ça, c'est sûr. Et là, il y a un énorme boulot à faire qui relève du type d'éducation. Il est certain que la formation des scientifiques telle qu'elle se faisait il y a encore quelques 20 ans, je sais qu'elle commence à changer, puisqu'on me demande souvent d'intervenir dans les cours. Je crois que ça a changé. On vous apprenait, il y a 20 ans, on apprenait la science comme des dogmes. Des dogmes, mais il y a un paradigme à suivre, point c'est tout. Maintenant, c'est quand même difficile. Je fais un petit dernier mot. Merci beaucoup Bernadette d'être venue pour l'exposé très clair et pour toute la discussion. Là, pour ceux qui le souhaitent, on va aller manger avec Bernadette au restaurant CNS à côté. Donc il y a une